En jouant dans les couloirs du manoir, la fille de la femme de ménage s'est figée en voyant la photo de sa mère dans un cadre noir. Ce que le millionnaire a dit a laissé tout le monde sans voix. La pluie tambourinait contre les vitres de la voiture de location comme si le ciel lui-même cherchait à les dissuader de continuer. Carmen Beaumont serrait le volant, ses jointures blanchies par l'effort, tandis que sa fille Élise, 8 ans, collait son nez contre la vitre arrière. « Maman, regarde, on dirait un château de contes de fées. » Carmen leva les yeux vers l'imposante bâtisse qui se dressait devant elle. Le château Beaumont émergeait de la brume matinale comme une apparition. Ses tours gothiques perçant les nuages bas qui enveloppaient Lyon. Les pierres grises, noircies par des siècles d'histoire, semblaient absorber la lumière, plutôt que la refléter. « C'est magnifique, ma chérie », murmura Carmen, bien qu'une étrange mélancolie l'envahisse à la vue de cette demeure. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Claire Dufresne, celle qu'elle avait toujours cru être sa tante. 3 ans à se débattre dans leur petite maison d'Auvergne, à jongler entre les factures et les petits boulots qui ne suffisaient jamais, quand l'offre d'emploi était tombée, gouvernante dans une propriété lyonnaise, logement et pension assurés pour elle et sa fille. Carmen avait eu l'impression que le destin lui tendait enfin la main. Pourtant, quelque chose dans cette pluie incessante, dans ces pierres séculaires, lui donnait l'impression d'un retour plutôt que d'un nouveau départ. Elle gara la vieille Citroën devant le perron monumental. Aussitôt, un homme élégant d'une 60aine d'années apparut sous l'auvent, un parapluie noir à la main, grand, distingué, avec des cheveux gris argentés et des yeux d'un bleu profond. Il s'avança vers elles avec une démarche qui trahissait à la fois l'autorité et une certaine mélancolie. Madame Beaumont, sa voix était grave, légèrement rauque, comme celle de quelqu'un qui avait beaucoup parlé ou beaucoup pleuré. « Je suis Henri Beaumont. Bienvenue chez vous. » « Chez vous ?» Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Carmen. Elle lui tendit la main, surprise par la chaleur de la sienne, par la façon dont ses doigts s'attardèrent peut-être une seconde de trop. « Monsieur Beaumont, merci de nous accueillir. Voici ma fille, Élise. » Henri s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la fillette, et Carmen remarqua immédiatement le changement dans son expression. Ses traits s'adoucirent, mais une tristesse profonde voila son regard, comme s'il contemplait un fantôme. « Bonjour, mademoiselle Élise. Tu as de très beaux yeux. Tu sais, bleus comme l'océan. » Élise rougit et se cacha derrière sa mère. Henri se redressa lentement, les mains tremblantes. Carmen crut l'entendre murmurer quelque chose. Un prénom peut-être, mais la pluie couvrait ses paroles. « Entrons vite, vous allez attraper la mort, » dit-il en les guidant vers le hall d'entrée. L'intérieur du château coupa le souffle de Carmen. Un escalier de marbre blanc s'élevait majestueusement vers les étages, encadré par des colonnes sculptées. Des lustres de cristal diffusaient une lumière dorée sur les murs tapissés de soie rouge bordeaux. Des tableaux anciens, portraits de familles au regard sévère, observaient les arrivantes depuis leur cadre doré. Philippe, appela Henri, un homme d'une 50aine d'années apparut aussitôt, comme s'il avait attendu caché derrière une porte. Mince, avec des cheveux poivre et sel parfaitement peignés et un costume impeccable, il avait cette prestance particulière des domestiques de maison qui ont consacré leur vie au service. « Monsieur le comte, Philippe, voici Madame Carmen et sa fille Élise. Pourriez-vous montrer leurs appartements à Madame ? L'aile est, comme convenu. » Carmen remarqua l'échange de regards entre les deux hommes. Philippe semblait, surpris, inquiet. Elle n'aurait su le dire. « Bien sûr, monsieur. Si vous voulez bien me suivre. »« Madame !» Ils traversèrent des couloirs interminables, aux murs ornés de tapisseries anciennes et de portraits de famille. Carmen ne pouvait s'empêcher de tourner la tête vers chaque toile, cherchant inconsciemment quelque chose sans savoir quoi. « Voici vos appartements », annonça Philippe en ouvrant une porte de chêne massif. La suite était somptueuse, un salon avec cheminée, une chambre au mobilier Louis XVI et une chambre d'enfant décorée dans des tons pastels. Mais ce qui frappa Carmen, c'est que tout semblait préparé depuis longtemps, pas comme pour une nouvelle employée, mais comme si quelqu'un les avait attendus. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Mais ne trouvez-vous pas que c'est beaucoup trop pour une gouvernante ?» Philippe la regarda avec une expression indéchiffrable. « Monsieur le comte a ses particularités. Il n'a jamais accepté d'employer avec enfant auparavant. Vous êtes la première exception en 15 ans. Pourquoi moi ? Alors, il faudra lui poser la question directement, madame.
Mais si je peux me permettre un conseil, monsieur a traversé des épreuves terribles. Il y a des sujets qu'il vaut mieux éviter. Lesquels ? Philippe hésita. Le 3e étage est strictement interdit et évitez de mentionner Claire devant lui. Claire, sa défunte épouse, morte il y a 9 ans dans des circonstances tragiques. Depuis, monsieur n'est plus le même. Une fois Philippe parti, Carmen s'assit sur le canapé de velours bleu, Élise blottie contre elle. L'enfant feuilletait un livre d'images trouvé sur la table basse, des contes de fées en français magnifiquement illustrés. « Maman, pourquoi le monsieur était triste en me regardant ?» Carmen caressa les cheveux blonds de sa fille. « Je ne sais pas, ma puce. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un qui te ressemblait, quelqu'un qu'il aimait. Probablement. » Elle se leva pour aller à la fenêtre. La pluie avait cessé, et le soleil perçait timidement les nuages. Dans les jardins en contrebas, elle aperçut Henri qui marchait seul dans les allées de gravier, les mains dans le dos, la tête baissée. Même à cette distance, elle sentait le poids de sa solitude. Un détail la frappa. Sur sa table de chevet, il y avait une photographie dans un cadre d'argent, même de loin. Elle distinguait une silhouette féminine en robe blanche. Sa femme, sans doute, cette Claire dont il ne fallait pas prononcer le nom. Un frisson la parcourut sans qu'elle sache pourquoi. Comme si cette maison, cette pluie, ces jardins lui étaient familiers, comme si elle rentrait chez elle après un très long voyage. « Maman, tu vas bien ?» Carmen se ressaisit et sourit à sa fille. « Oui, ma chérie, tout va bien. Nous allons être heureuses ici. Tu verras. » Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui chuchotait que rien, au château Beaumont, ne serait jamais simple. En bas, dans ses appartements privés, Henri Beaumont contemplait une photographie similaire. Ses doigts tremblaient en caressant le visage de la femme qui lui souriait depuis le cadre. « Claire, » murmura-t-il. « Mon Dieu, Claire, comment est-ce possible ?» Car ce qui venait de franchir le seuil de sa demeure, ce n'était pas seulement une gouvernante et sa fille, c'était le fantôme de sa femme adorée et l'enfant qu'il croyait à jamais perdu. Dehors, l'orage grondait encore au loin, mais Henri savait que la vraie tempête ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Carmen et Élise au château Beaumont, 3 mois durant lesquels la routine s'était installée, douce et paisible en apparence, mais ponctuée d'incidents troublants que Carmen ne parvenait pas à s'expliquer. Chaque matin, elle se levait à 6 heures pour préparer le petit déjeuner d'Henri dans la grande cuisine aux cuivres étincelants. Monique, la cuisinière, une femme ronde d'une 60aine d'années au caractère bien trempé, l'observait toujours avec une méfiance non dissimulée. Café noir, 2 sucres, toast légèrement doré avec confiture d'abricot, récitait Carmen en préparant le plateau. « Comment vous savez ça ?» avait grondé Monique la première semaine. « Monsieur le comte ne l'a dit à personne. Même moi, j'ai mis des années à retenir ses préférences. » Carmen avait haussé les épaules, troublée elle-même. « C'est instinctif, je suppose. Mais ce n'était que le début des coïncidences étranges. Henri connaissait ses plats préférés avant qu'elle ne les mentionne. Il savait qu'elle aimait les roses blanches, et le château en était mystérieusement rempli depuis son arrivée. Il anticipait ses réactions, ses gestes, comme s'il la connaissait depuis toujours. Ce matin-là, Carmen épousseta les livres de la bibliothèque quand Henri entra, vêtu de son costume sombre habituel. Il s'arrêta net en la voyant perchée sur l'échelle, en train d'atteindre les ouvrages du haut. « Carmen, non !» cria-t-il, se précipitant pour stabiliser l'échelle. « Vous pourriez tomber. Monsieur Beaumont, ça va, j'ai l'habitude. Non, vous ne comprenez pas. » Sa voix tremblait. « Vous ne devez pas. Il ne faut pas risquer. » Il s'interrompit. Réalisant qu'il en disait trop, Carmen descendit lentement, intriguée par la pâleur soudaine de son employeur. « Monsieur, vous allez bien ?» Henri détourna le regard. « Pardonnez-moi, j'ai perdu quelqu'un dans une chute. Je ne supporte pas l'idée que... » Il laissa sa phrase en suspens et quitta la pièce précipitamment, laissant Carmen perplexe. Quelqu'un dans une chute. Sa femme Claire. L'après-midi, pendant qu'Élise jouait dans les jardins sous l'œil bienveillant de Véronique, la jardinière. Carmen observa Henri depuis la fenêtre du salon. Il était assis sur un banc de pierre, contemplant sa fille qui courait entre les massifs de roses. Son expression était si douloureuse que Carmen en eut le cœur serré. Quand Élise tomba en trébuchant sur une racine, Henri bondit de son siège et courut vers elle plus vite qu'elle ne l'avait jamais vue bouger. Il la prit dans ses bras, avec une tendresse si naturelle,
si paternelle, qu'un frisson parcourut Carmen. « Ma petite étoile, tu t'es fait mal, » murmurait-il, en examinant le genou égratigné d'Élise. « Ma petite étoile », cette expression. Carmen fronça les sourcils. Pourquoi lui semblait-elle familière? « Ça pique un peu, » dit Élise en reniflant. Henri sortit un mouchoir brodé de sa poche et tamponna délicatement la blessure. « Là, voilà, ça va mieux. Tu sais, quand j'étais petit, ma maman me disait qu'un baiser magique pouvait guérir tous les bobos. » Il déposa un baiser léger sur le genou d'Élise, qui éclata de rire. « C'est vrai, ça va mieux. » Carmen détourna le regard, émue malgré elle. Il y avait quelque chose d'infiniment touchant dans cette scène, mais aussi quelque chose de troublant. Henri se comportait avec Élise comme un père. Ce soir-là, après avoir couché sa fille, Carmen descendit à la cuisine pour prendre une tisane. Elle trouva Monique et Philippe en pleine conversation à voix basse. Ils se turent en la voyant. « Bonsoir, » dit-elle poliment. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne dérangez pas, » répondit Philippe, mais son ton était tendu. Monique, moins diplomate, la toisa avec hostilité. « 3 mois que vous êtes là, et monsieur n'est plus le même. »« Comment ça ?» Il sourit, cracha Monique comme si c'était une accusation. Pour la première fois depuis l'accident de Madame Claire, il sourit, et ça me fait peur. Philippe posa une main apaisante sur l'épaule de la cuisinière. Monique ? Non, Philippe. Elle a le droit de savoir. Les yeux de Monique brillaient de larmes contenues. Madame Claire était tout pour lui. Quand elle est morte, assassinée par ces monstres, monsieur a failli mourir de chagrin. Pendant des années, il ne mangeait plus, ne parlait plus, il errait dans le château comme une âme en peine. Carmen sentit sa gorge se serrer. Assassinée. Un assaut brutal, confirma Philippe. Elle revenait de ses cours de piano à Lyon. Ils l'ont attaquée pour lui voler ses bijoux. Elle était enceinte. Le monde vacilla autour de Carmen. Enceinte. Comme si un voile se déchirait dans son esprit. Elle entrevit des images fugaces. Une route sombre. Des phares aveuglants. La peur. Une douleur atroce. Madame Carmen. La voix de Philippe lui sembla venir de très loin. Vous êtes toute pâle. Carmen s'agrippa au comptoir de marbre. J'ai juste eu un malaise. C'est cette histoire. C'est terrible. Voilà pourquoi ça m'inquiète, reprit Monique. Vous lui rappelez quelqu'un, c'est évident. Et si ça ravive sa douleur, s'il replonge dans cette mélancolie noire? Cette nuit-là, Carmen ne parvint pas à trouver le sommeil. Les mots de Monique tournaient dans sa tête, mêlés aux images floues qui l'assaillaient depuis des semaines. Elle se leva et alla contempler son reflet dans le miroir de sa coiffeuse. Qui était-elle vraiment? Ses souvenirs d'enfance étaient si vagues, si flous. Claire Dufresne lui avait toujours dit qu'elle avait eu un accident étant petite, que c'était normal d'avoir des trous de mémoire. Mais aujourd'hui, Carmen se demandait si sa tante ne lui avait pas menti. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit et en sortit sa seule relique du passé, une broche représentant une libellule bleue, aux ailes serties de petits diamants. Claire Dufresne la lui avait donnée en mourant, en disant que c'était de sa vraie maman. Mais qui était cette vraie maman? Et pourquoi cette broche lui semblait-elle si précieuse? Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas lents, traînants. Elle entr'ouvrit sa porte et aperçut Henri qui déambulait dans les couloirs. En peignoir et pantoufles, il s'arrêta devant un grand portrait au bout du couloir. Un portrait qu'elle n'avait jamais vraiment regardé. Henri leva la main vers la toile comme s'il voulait la caresser. « Pardonne-moi, Claire », murmura-t-il d'une voix brisée. « Pardonne-moi de ne pas avoir su te protéger. Pardonne-moi d'avoir échoué à te sauver, toi et notre enfant. » Carmen retint son souffle. Notre enfant. Ils avaient perdu un bébé dans l'attaque. Pas étonnant qu'Henri soit si touchant avec Élise. Elle devait lui rappeler l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Henri continua ses confidences nocturnes au portrait. Elle lui ressemble tant, tu sais. Parfois, quand je la regarde jouer dans le jardin, j'ai l'impression que tu es revenu, que tu m'as envoyé un ange pour me consoler. Il appuya son front contre le mur, les épaules secouées de sanglots silencieux. Mais elle va partir un jour, comme tout le monde finit par partir, et je resterai seule avec mes fantômes. Carmen referma doucement sa porte, le cœur bouleversé. Cet homme portait une douleur si profonde, si pure, et elle, que faisait-elle ici? Pourquoi avait-elle l'impression que sa présence dans cette maison n'était pas un hasard? En se recouchant, elle serra la broche bleue contre son cœur, dans son demi-sommeil.
Elle crut entendre une voix familière l'appeler. « Claire, ma Claire, reviens-moi. » Mais quand elle se réveilla le lendemain matin, elle ne se souvenait plus de rien, seulement d'une tristesse infinie et de l'impression persistante qu'elle était exactement là où elle devait être, même si elle ne comprenait pas encore pourquoi. Le ciel de Lyon s'était assombri depuis le matin, annonçant l'un de ces orages violents qui balayent la région en automne. Carmen observait les nuages noirs s'amonceler au-dessus du château, tout en préparant le déjeuner d'Élise. Les bourrasques de vent faisaient claquer les volets et siffler l'air dans les cheminées séculaires. « Maman, regarde !» s'exclama Élise en pointant du doigt vers la fenêtre de la cuisine. « Il y a une libellule bleue qui vole contre la vitre. » Carmen leva les yeux et aperçut effectivement l'insecte aux ailes iridescentes qui semblait danser dans le vent, comme s'il cherchait à entrer. Un frisson étrange la parcourut. Cette couleur bleue lui rappelait quelque chose. « Mais quoi ? C'est bizarre », murmura Monique en essuyant ses mains sur son tablier. « Les libellules, ça vole pas par ce temps. Et puis, on est en octobre, elles devraient avoir disparu depuis longtemps. » Le tonnerre gronda au loin, et la pluie commença à s'abattre en grosses gouttes contre les carreaux. Philippe entra précipitamment dans la cuisine, secouant son parapluie. « L'orage va être violent », annonça-t-il. « J'ai fermé toutes les fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage, Madame Carmen. Je vous conseille de garder Mademoiselle Élise à l'intérieur cet après-midi. Bien sûr, d'ailleurs, où est Monsieur Beaumont? Dans son bureau? Au téléphone avec ses avocats parisiens? Il m'a dit qu'il ne fallait pas le déranger avant ce soir. » Carmen hocha la tête et termina de débarrasser le couvert du déjeuner. Élise bâilla et se frotta les yeux. La grisaille l'avait rendue somnolente. « Tu veux faire une petite sieste, ma chérie ?»« Non, j'ai pas sommeil, » protesta faiblement la fillette, mais ses paupières se fermèrent déjà. Carmen l'installa sur le canapé du petit salon avec sa couverture préférée. En quelques minutes, Élise dormait profondément. Bercée par le bruit de la pluie, c'est alors que l'orage redoubla de violence. Les éclairs illuminèrent les fenêtres en stroboscope, et le vent hurlait comme une bête sauvage autour du château. Carmen décida de profiter du calme pour s'occuper du grand salon. Cette pièce d'apparat aux meubles précieux qu'elle n'avait encore jamais eu l'occasion de nettoyer correctement, elle venait de commencer à épousseter les bibelots de porcelaine quand elle entendit Philippe répondre au téléphone dans le hall. Sa voix, habituellement posée, trahissait une nervosité inhabituelle. « Allô ? Oui, c'est Philippe Morel. Comment ça ? Vous êtes sûr ? Non, monsieur le comte est en réunion. Je ne peux pas le... Quoi ? Maintenant ? Mais enfin, ce n'est pas possible. » Il y eut un long silence. Puis Philippe reprit d'une voix blanche. « Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Mais je vous préviens, si ça tourne mal, ce sera de votre faute. » Carmen entendit ses pas s'éloigner précipitamment vers le bureau d'Henri. Quelque chose dans son ton l'inquiétait. Mais elle chassa ses préoccupations et retourna à son travail. C'est à ce moment-là qu'Élise se réveilla en sursaut. « Maman, la libellule. » Carmen se retourna. L'insecte bleu était maintenant à l'intérieur, voltigeant autour du lustre du grand salon comme un petit joyau vivant. « Comment est-elle entrée ?» murmura Carmen, perplexe. Élise sauta du canapé, immédiatement fascinée. « Elle est belle. On dirait qu'elle veut jouer. » La libellule descendit soudain et se mit à voler en cercle autour d'Élise, qui éclata de rire et commença à la poursuivre. L'insecte se dirigea vers l'escalier de marbre, comme s'il connaissait le chemin. « Élise, reste ici !» appela Carmen. Mais sa fille était déjà dans le hall, courant derrière la libellule qui montait vers le premier étage. « Elle va vers les chambres !» cria Élise, sa voix résonnant dans les hauteurs du château. Carmen posa son chiffon et suivit sa fille. Elle la rattrapa au premier étage, mais la libellule continuait son ascension vers le deuxième, puis vers le troisième. L'étage interdit. Élise. « Stop, tu ne peux pas monter là-haut. » Mais la fillette était comme hypnotisée par le vol de l'insecte. Elle gravit les marches 4 à 4, poursuivant sa proie bleue qui semblait la guider délibérément. Carmen la suivit, le cœur battant. Jamais elle n'était montée au troisième étage. L'escalier était plus étroit ici, les murs lambrissés de bois sombre. Une odeur de renfermé et de cire ancienne flottait dans l'air. Au sommet, un long couloir s'étendait, ponctué de portes fermées. Élise s'était arrêtée devant l'une d'elles, une porte de chêne massif aux ferrures ouvragées. « Maman, regarde, la porte est ouverte. » Effectivement, la porte était entrebâillée.
laissant échapper un rai de lumière dorée. La libellule disparut à l'intérieur comme si elle rentrait chez elle. Et Élise, non, il ne faut pas. Mais sa fille avait déjà poussé la porte et pénétré dans la pièce. Carmen la suivit malgré elle, et ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. La chambre était un sanctuaire de l'amour et du deuil. Les murs étaient recouverts de photographies dans des cadres d'argent. Des instantanés d'un couple heureux, des photos de mariage, des clichés de voyage. Mais ce qui la frappa comme un coup de poing, c'est que la femme sur toutes ces photos, c'était elle. Ou plutôt, c'était quelqu'un qui lui ressemblait trait pour trait. Au centre de la pièce, trônait un portrait à l'huile grandeur nature, la femme en robe de mariée blanche, un sourire radieux aux lèvres, tenant un bouquet de roses blanches, et sur la plaque dorée au bas du cadre, gravé en lettres élégantes, « Claire Beaumont, mon amour éternel. » « Maman !» La voix d'Élise était devenue toute petite. « Pourquoi il y a ta photo partout ?» Carmen fixait le portrait, incapable de respirer. Ce visage, c'était le sien. Ses yeux, cette bouche, cette fossette au menton, tout était identique. Mais ce n'était pas possible. Elle ne s'appelait pas Claire. Elle s'appelait Carmen. Elle n'avait jamais porté cette robe, jamais tenu ce bouquet. Et pourtant, des images éclatèrent dans sa tête comme des flashs d'appareil photo. Elle dans cette robe. Henri en smoking qui lui glissait l'alliance au doigt, leurs mains entrelacées, leurs rires, puis d'autres images, plus sombres, une route de nuit, des phares aveuglants, le hurlement des freins, la douleur, maman, le cri d'Élise la ramena brutalement à la réalité. La fillette pointait du doigt une autre série de photos. Henri avec un ventre rond, caressant un ventre de femme enceinte. La femme enceinte. C'était encore elle. Maman, tu étais enceinte sur ces photos, mais moi, je suis née où alors? Carmen tituba vers une chaise. Les jambes flageolantes, sa vision se brouillait, sa tête tournait, ses photos, ce portrait, cette chambre. Tout lui semblait familier et impossible à la fois. C'est à ce moment-là que des pas précipités résonnèrent dans l'escalier. Henri apparut dans l'encadrement de la porte, le visage livide, derrière lui. Philippe, essoufflé et visiblement paniqué. « Mon Dieu !» murmura Henri en voyant Carmen debout devant le portrait. « Mon Dieu, Claire ! Claire !» Carmen le regarda, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle ne comprenait pas. « Mais non, je m'appelle Carmen, Carmen Beaumont. Je ne peux pas être. » Henri s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle s'évapore. « Ma chérie, mon amour, tu ne te souviens vraiment de rien? Me souvenir de quoi ?» Carmen recula, effrayée par l'intensité de son regard. « Monsieur Beaumont, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi y a-t-il mes photos partout? Pourquoi cette femme me ressemble-t-elle autant? Parce que cette femme, c'est toi, » dit Henri d'une voix brisée. « Tu es Claire Beaumont, tu es ma femme. » Le monde bascula autour de Carmen. Les murs semblèrent tard se resserrer. L'air devint irrespirable. Les souvenirs affluaient par vagues. Leur rencontre, leur mariage, leur bonheur, et puis l'accident, la douleur, l'obscurité. « Non, non, ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle, avant de s'effondrer. Henri la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, la serrant contre lui, comme s'il retrouvait un trésor perdu. « Pardonne-moi, Claire, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Pardonne-moi pour toute cette tromperie. » Élise, recroquevillée dans un coin, regardait ses parents avec des yeux ronds, ne comprenant plus rien au monde qui s'écroulait autour d'elle. Dehors, l'orage atteignait son paroxysme, et les éclairs illuminèrent le château comme un théâtre où se jouait enfin le dernier acte d'une tragédie longtemps dissimulée. 1 heure plus tard, dans la bibliothèque aux boiseries centenaires, le silence n'était troublé que par le crépitement du feu dans la cheminée et les derniers grondements de l'orage qui s'éloignait. Élise dormait profondément sur le canapé de cuir. Épuisée par l'émotion et les révélations incompréhensibles qu'elle venait de vivre, Carmen, ou Claire, était assise dans le fauteuil face à Henri, une tasse de thé fumante entre les mains tremblantes. Son visage était d'une pâleur de cire, ses yeux rougis par les larmes. Philippe montait discrètement la garde devant la porte, s'assurant qu'il ne serait pas dérangé. « Raconte-moi tout », murmura Carmen d'une voix à peine audible. « Depuis le début, qui suis-je vraiment ?» Henri la contempla longuement,
comme s'il gravait dans sa mémoire chaque détail de ce moment qu'il avait attendu pendant 9 longues années. Puis, d'une voix brisée par l'émotion, il commença son récit. « Tu t'appelles Claire Marguerite Beaumont, née Dubois. Nous nous sommes rencontrés il y a 12 ans à Paris, lors d'un vernissage. Tu étais professeur de piano, moi, j'étais un homme d'affaires cynique, qui croyait que l'amour n'existait que dans les romans. » Un sourire mélancolique effleura ses lèvres. « Tu portais une robe bleue, exactement de la couleur de tes yeux. Quand tu as joué Chopin ce soir-là, j'ai su que ma vie venait de basculer. Tu m'as appris à aimer la musique, la beauté, la tendresse. Tu m'as appris à être humain. » Carmen ferma les yeux, cherchant désespérément ses souvenirs dans les brumes de sa mémoire. Des fragments éparses lui revenaient, des mains sur un clavier, une mélodie familière, le parfum d'un homme. « Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. » Continua Henri. « La plus belle journée de ma vie. Tu étais radieuse dans ta robe blanche. Et quand tu as dit « oui », j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Nous étions fous amoureux, insouciants. Nous pensions que rien ne pourrait jamais nous séparer. » Sa voix se brisa légèrement. « Et puis, il y a 2 ans, tu es tombée enceinte. Tu étais si heureuse. Nous avions tout prévu. La chambre d'enfant, les prénoms, notre avenir en famille. Tu disais que tu voulais enseigner le piano à notre bébé dès qu'il saurait tenir assis. » Carmen porta instinctivement la main à son ventre, comme si elle pouvait retrouver la trace de cette grossesse oubliée. « Mais au 5e mois, » poursuivit Henri, les poings serrés, « nous avons découvert que tu attendais des jumeaux, 2 petites filles. Tu étais aux anges. Tu disais que c'était le plus beau cadeau du ciel. Tu avais déjà choisi leurs prénoms, Élise et Emma. »« Élise, » murmura Carmen, regardant sa fille endormie. « Elle s'appelle vraiment Élise. C'est notre fille, Claire. C'est notre petite fille. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de la bibliothèque. Carmen sentit le monde vaciller autour d'elle. Comment est-ce possible? Henri se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant les jardins détrempés par l'orage. Quand il reprit la parole, sa voix était celle d'un homme qui avait traversé l'enfer. « Le 15 novembre, il y a 9 ans, tu revenais de tes cours de piano à Lyon. Il était tard, presque 22 heures. La route était déserte. C'est là qu'ils t'ont tendu une embuscade. » Il se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes contenues. Ce n'était pas un vol qui avait mal tourné, Claire. C'était un assassinat commandité. Quelqu'un voulait ta mort. Mais pourquoi? Qui aurait voulu? Mon frère? Alexandre Beaumont? Le nom claqua dans l'air comme un coup de fouet. Henri serra les poings, luttant contre une rage qui couvait depuis des années. Alexandre a toujours été jaloux de moi, jaloux de mon succès, de ma fortune, de mon bonheur. Quand il a appris que tu étais enceinte de jumeaux, donc d'héritiers potentiels, il a compris que ses chances d'hériter de l'empire familial s'amenuisaient. Alors il a décidé de vous éliminer. Carmen porta les mains à sa bouche, horrifiée. Il a voulu nous tuer, moi et les bébés. Il a engagé des tueurs professionnels. Ils ont percuté ta voiture de plein fouet. Henri ferma les yeux. Revivant ce cauchemar, quand je suis arrivée à l'hôpital, les médecins m'ont dit que tu étais dans le coma, que tu avais subi un traumatisme crânien majeur et que l'une des jumelles n'avait pas survécu. Le silence qui suivit fut assourdissant. Carmen pleurait silencieusement, des larmes qu'elle ne comprenait pas, mais qui semblaient venir du plus profond de son être. « Emma, » chuchota-t-elle, « j'ai perdu Emma. Oui, mais Élise a survécu. Elle est née prématurément, mais elle était forte, combative, comme sa mère. » Henri s'agenouilla devant le fauteuil de Carmen, prenant ses mains dans les siennes. « Quand tu es sortie du coma, 3 semaines plus tard, tu ne te souvenais de rien. Amnésie totale. Tu ne me reconnaissais pas, tu ne savais plus qui tu étais. Les médecins ont dit que c'était peut-être temporaire, mais les jours passaient et rien ne revenait. Et Alexandre, il croyait que tu étais morte dans l'accident. Les médecins et moi avons fait courir le bruit que Claire Beaumont avait succombé à ses blessures. Officiellement, tu étais morte et enterrée. » Carmen commençait à comprendre l'ampleur du mensonge, la complexité du stratagème qui avait protégé sa vie. « Alors vous m'avez cachée. J'ai créé une nouvelle identité pour toi, Carmen Dufresne. J'ai acheté une petite maison à Auvergne, dans un village isolé. Claire Dufresne, celle que tu croyais être ta tante, était en réalité une infirmière que j'avais engagée pour s'occuper de toi. Elle t'a inventé un passé, une enfance, des souvenirs de famille. Et Élise,
Je l'ai confiée officiellement à cette Carmen Dufresne, c'est-à-dire toi, en tant que fille adoptée. Tu l'as élevée sans savoir que c'était ta propre enfant. » Carmen se leva brusquement, arpentant la pièce comme une âme en peine. 9 ans, pendant 9 ans, j'ai vécu dans le mensonge. Pendant 9 ans, j'ai élevé ma propre fille en me croyant sa mère adoptive. Je sais que c'est monstrueux, dit Henri en se relevant. Mais c'était la seule façon de vous protéger. Alexandre surveillait tout. S'il avait découvert que tu étais vivante, il nous aurait tués, sans hésitation. Carmen s'arrêta devant le portrait d'une jeune femme accrochée au mur. Elle-même, réalisa-t-elle avec un choc. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi m'avoir fait revenir ici? Henri baissa la tête, accablé par la culpabilité. Parce que Claire Dufresne est morte il y a 3 mois, cancer, et je n'ai pas pu supporter l'idée de vous perdre une nouvelle fois. Je savais que c'était dangereux, que c'était égoïste, mais 9 ans sans toi, Claire, 9 ans à vivre avec le fantôme de la femme que j'aimais plus que ma vie. Il la regarda avec une tendresse infinie et une douleur abyssale. Chaque nuit, je rêvais de ton retour. Chaque jour, j'espérais un miracle. Quand l'infirmière est morte, je me suis dit que c'était un signe, que je pouvais enfin vous ramener à la maison. Même si ça nous mettait en danger, j'ai pris des précautions. Véronique, notre jardinière, est en réalité un agent de sécurité. Philippe est au courant depuis le début, et j'ai des preuves contre Alexandre. Maintenant, des enregistrements, des témoignages. Carmen se tourna vers lui, une lueur d'espoir dans les yeux. Tu veux dire qu'on peut le faire arrêter? Bientôt, très bientôt. Elle s'approcha d'Élise endormie, caressant doucement les cheveux blonds de la fillette. Ma fille, ma vraie fille, notre fille, corrigea Henri en la rejoignant, pour la première fois depuis des heures. Carmen, Claire, sourit. Un sourire timide, fragile, mais authentique. J'ai encore tant de questions, tant de choses floues. Nous avons le temps, murmura Henri. Nous avons toute la vie pour reconstruire tes souvenirs. L'important, c'est que vous soyez en sécurité, que nous soyons enfin réunis. Dehors, l'orage était passé, et les premières étoiles percèrent les nuages dans la bibliothèque du château Beaumont. Une famille brisée commençait lentement à se reconstruire. Mais ils ignoraient encore que leur bonheur retrouvé était sur le point d'être mis à l'épreuve de la façon la plus cruelle qui soit. Le lendemain matin, le château baignait dans une atmosphère étrange, mélange de soulagement et d'appréhension. Claire, elle commençait enfin à accepter ce prénom, se réveilla dans ses anciens appartements qu'Henri avait fait préparer discrètement. Les meubles lui semblaient familiers, comme des amis retrouvés après un long voyage. Élise avait dormi dans le grand lit à baldaquin, blottie contre sa mère. Au réveil, elle avait posé 1000 questions avec cette curiosité innocente de l'enfance. « Alors papa, c'est vraiment papa? Pourquoi tu t'appelles Claire maintenant? Est-ce que j'ai une vraie chambre ici ?» Henri avait répondu avec une patience infinie, expliquant doucement à sa fille qu'ils étaient une vraie famille, qu'ils s'étaient retrouvés après s'être perdus très longtemps. L'enfant avait accepté ces révélations avec cette capacité d'adaptation merveilleuse propre aux petites filles de 8 ans. Mais cette sérénité matinale fut brutalement interrompue vers 11 heures. Monique déboula dans le petit salon où la famille prenait son petit déjeuner tardif, le visage livide, tremblant de tous ses membres. « Monsieur le comte !» haleta-t-elle. « Monsieur Alexandre, il arrive. Je l'ai vu par la fenêtre de la cuisine. Il remonte l'allée avec des voitures, beaucoup de voitures. » Henri se figea, sa tasse de café s'immobilisant à mi-chemin de ses lèvres. Claire sentit son sang se glacer dans ses veines. « Combien de voitures ?» demanda Henri d'une voix blanche. « 3, non, 4, des grosses berlines noires, et il y a des hommes en costume qui en descendent. » Philippe apparut aussitôt dans l'encadrement de la porte, son téléphone portable à la main. « Monsieur, j'ai essayé de vous joindre. Véronique vient de m'appeler des jardins. Elle compte au moins 8 personnes avec monsieur Alexandre, des avocats, un médecin, et probablement des agents de sécurité privée. » Henri se leva d'un bond, renversant sa chaise. Comment a-t-il su? Comment a-t-il découvert qu'elles étaient ici? Je l'ignore, monsieur, mais il faut agir vite. D'après Véronique, il se dirige vers l'entrée principale. Claire prit instinctivement Élise dans ses bras. La fillette, sentant la panique des adultes, commençait à pleurer. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est, ce monsieur Alexandre? » « C'est quelqu'un de méchant, ma chérie. Mais papa et Philippe vont nous protéger. » Henri s'approcha d'elle. «
posant une main protectrice sur l'épaule de Claire. « Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent, ne le laissez pas vous séparer. Restez ensemble, toujours. Et surtout, » il regarda Claire intensément. « Surtout, ne jouez pas son jeu. Il va essayer de vous faire douter, de vous convaincre que je suis fou, que tout ceci n'est qu'un délire. Tenez bon. » Le bruit des voitures s'arrêtant devant le perron résonna dans tout le château, puis des portières qui claquent, des voix d'hommes, des pas sur le gravier. Philippe jeta un coup d'œil par la fenêtre et blêmit. « Mon Dieu, il a amené le docteur Mercier. »« Qui est le docteur Mercier ?» demanda Claire. « Un psychiatre, corrompu jusqu'à l'os, si Alexandre l'a fait venir. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. La sonnette retentit, impérieuse, insistante. 3 coups longs, autoritaires. Henri prit une profonde inspiration. « Philippe, allez ouvrir. Nous n'avons pas le choix. Monsieur, allez-y. Montrons-lui qu'on n'a rien à cacher. » Philippe disparut, laissant la famille dans le petit salon. Ils entendirent la lourde porte d'entrée s'ouvrir, puis une voix masculine, forte et arrogante, qui résonna dans tout le hall. « Bonjour Philippe, toujours fidèle au poste. À ce que je vois, où est mon frère ?» La voix d'Alexandre Beaumont, Claire ne l'avait jamais entendue, mais elle la reconnut immédiatement. C'était une voix qui ressemblait à celle d'Henri, mais en plus dur, plus froid, une voix sans âme. « Monsieur Alexandre, » répondit Philippe avec une politesse glaciale. « Monsieur le comte vous attend au salon. » Des pas se rapprochèrent. Claire serra Élise plus fort contre elle, son cœur battant à tout rompre. Henri se plaça devant elle, formant un rempart protecteur. Alexandre Beaumont fit son entrée comme une tornade. Il était plus grand qu'Henri, plus mince aussi, avec des cheveux noirs grisonnants impeccablement coiffés et des yeux d'un gris métallique. Vêtu d'un costume 3 pièces d'une élégance redoutable, il dégageait cette autorité naturelle des hommes habitués à commander et à être obéis. Derrière lui suivaient 4 hommes, 2 avocats en costume sombre, le fameux docteur Mercier, un quinquagénaire bedonnant aux lunettes épaisses, et un 4e homme qui avait tout d'un garde du corps. Alexandre balaya le salon du regard, et quand ses yeux se posèrent sur Claire, son visage se décomposa. Pendant une fraction de seconde, elle vit passer dans ses yeux une émotion pure, la terreur. Puis il se ressaisit, et un sourire carnassier étira ses lèvres. « Eh bien, mon cher Henri, je vois que tes hallucinations ont pris une tournure, créative. Alexandre, » dit Henri d'une voix neutre, « que nous vaut le plaisir de ta visite ?»« Le plaisir ?» Alexandre éclata d'un rire sans joie. « Tu appelles ça un plaisir ?»« Henri, mon pauvre frère, regarde-toi. Tu es en train de sombrer dans la folie la plus complète. » Il fit un geste théâtral vers Claire et Élise. « Tu as engagé une gouvernante et sa fille, et maintenant tu t'imagines que cette femme est ta défunte épouse. Claire est morte. Henri, morte, et enterrée depuis 9 ans. »« Ce n'est pas vrai, » dit Henri calmement, « et tu le sais parfaitement. » Alexandre se tourna vers ses accompagnateurs. « Vous voyez, delusion complète. Docteur Mercier, vous pouvez commencer votre examen. » Le psychiatre s'avança, sortant un dossier de sa mallette. « Monsieur Beaumont, je suis le docteur Alain Mercier. D'après les éléments qui m'ont été rapportés par votre frère, vous souffrez d'un syndrome délirant complexe avec hallucination substitutive. Vous projetez l'image de votre épouse décédée sur cet employé. » Claire se leva, tremblante mais déterminée. « Docteur, je peux vous assurer que je suis bien Claire Beaumont. J'ai retrouvé la mémoire hier, après des années d'amnésie consécutive à l'attentat que cet homme a organisé contre moi. » Alexandre la regarda avec un mélange d'admiration et de haine. « Remarquable. Henri t'a si bien endoctriné que tu crois vraiment à cette histoire. Mais dis-moi, ma chère, comment expliques-tu que Claire Beaumont ait été enterrée au cimetière du Père-Lachaise? J'ai assisté à ses obsèques, parce que Henri a simulé ma mort pour me protéger de vous. Ah, et pourquoi aurais-je voulu te tuer? Je te prie. » Claire hésita. C'était effectivement difficile à expliquer sans preuve. Alexandre sortit une liasse de documents de sa veste. « J'ai ici tous les papiers nécessaires. Certificats médicaux attestant de l'état mental dégradé d'Henri, ordonnance d'hospitalisation d'office signée par le docteur Mercier, et procuration me donnant les pleins pouvoirs sur ses biens pendant son internement. »« Vous n'avez pas le droit, » protesta Philippe. « J'ai tous les droits, Philippe. Henri représente un danger pour lui-même et pour autrui. Regardez, il a installé une inconnue et sa fille dans le château familial.
Il prétend qu'elles sont sa famille. C'est de la démence pure. Alexandre fit signe aux 2 hommes en costume qui l'accompagnaient. Messieurs, veuillez procéder à l'évacuation de ces personnes. Elles n'ont rien à faire ici. Non, cria Élise en s'accrochant à Henri. C'est mon papa. C'est ma maison. Alexandre regarda l'enfant avec un sourire cruel. Ma pauvre petite, ton papa, c'est celui qui t'a abandonné. Cet homme t'a juste utilisé pour ses fantasmes malades. Henri serra les poings, la rage lui montant au visage. Alexandre, si tu touches à un cheveu de ma fille, ta fille... Alexandre éclata de rire. Henri, cet enfant n'a aucun lien de parenté avec toi. Aucun. Tu délires complètement. C'est à ce moment-là qu'une petite voix claire s'éleva dans le salon. Oncle Alexandre, pourquoi as-tu voulu tuer ma maman? Tous les regards se tournèrent vers Élise. La fillette se tenait droite, les yeux brillants de larmes, mais avec une détermination qui surprit tout le monde. Alexandre devint livide. Qu'est-ce que tu dis? Petite? Élise sortit de sa poche la tablette qu'Henri lui avait offerte pour ses 8 ans. J'ai tout enregistré hier soir. Quand papa parlait à maman, il a dit que tu avais payé des méchants pour faire du mal à maman quand j'étais dans son ventre. Elle appuya sur l'écran, et la voix d'Henri résonna dans le salon, claire et distincte. Mon frère, Alexandre Beaumont. Alexandre a toujours été jaloux de moi. Il a engagé des tueurs professionnels. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre regardait la tablette comme si c'était un serpent venimeux. Son visage avait pris une teinte grisâtre. C'est un montage, balbutia-t-il. Henri t'a fait apprendre ça par cœur. Mais Élise n'en avait pas fini, avec la solennité d'une enfant qui vient de comprendre quelque chose d'important. Elle ajouta, « Et puis, Véronique m'a dit qu'elle avait une autre vidéo où tu parles dans un café avec une dame et tu dis que tu veux faire du mal à maman. Elle dit que c'est toi qui as commandé les vilains messieurs. » Cette fois, Alexandre vacilla véritablement. Ses avocats échangèrent en des regards inquiets. « Véronique? Quelle Véronique ?» Henri sourit pour la première fois depuis l'arrivée de son frère. « Véronique Moreau, ta charmante ex-maîtresse. Celle à qui tu as tout raconté un soir où tu avais trop bu. Celle qui travaille ici depuis 4 ans sous le nom de Véronique Dubois, notre jardinière. » Le piège venait de se refermer sur Alexandre Beaumont. L'effet des révélations d'Élise sur Alexandre fut saisissant. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, dominait la situation de sa prestance et de son arrogance, semblait maintenant vaciller comme un château de cartes dans la tempête. « Véronique, murmura-t-il, le visage décomposé, cette garce, cette salope m'a piégé. » Ses avocats se rapprochèrent, visiblement inquiets. Le plus âgé, un homme aux cheveux blancs, au regard perçant, chuchota à l'oreille d'Alexandre. « Maître Beaumont, je pense que nous devrions peut-être reconsidérer notre stratégie. » Mais Alexandre l'écarta d'un geste brutal. Sa façade de respectabilité tombait peu à peu, révélant l'homme dangereux qu'il était vraiment. « Non, rugit-il, je ne me laisserai pas faire. 9 ans que je crois cette garce morte, et voilà qu'elle ressurgit comme un fantôme. » Il pointa un doigt accusateur vers Claire. « Tu aurais dû mourir dans cette voiture. Tu aurais dû crever avec tes chiards. » Henri fit un pas vers son frère, les poings serrés. « Alexandre, ça suffit ? » ?»« Ça suffit. » Alexandre éclata d'un rire hystérique. « Non, mon cher frère, ça ne fait que commencer. Tu crois m'avoir piégé avec tes petites manœuvres ? Tu crois que je vais me laisser faire ?» Il se tourna vers le docteur Mercier qui assistait à la scène, de plus en plus mal à l'aise. « Docteur, faites votre travail, examinez cet homme. Il est en pleine crise psychotique. Il invente des histoires de complot. Il croit que sa femme morte est revenue. » Le docteur Mercier consulta nerveusement ses papiers. « Monsieur Alexandre, peut-être devrions-nous reconsidérer la situation ? Il n'y a rien à reconsidérer. » Alexandre arracha les documents des mains du médecin. Ses papiers sont en règle. Henri Beaumont est déclaré inapte. Je prends le contrôle de ses biens et je le fais interner, immédiatement. Philippe s'interposa. « Monsieur Alexandre, vous ne pouvez pas. »« Je peux tout !» hurla Alexandre. « Je suis l'héritier légitime, le vrai maître de cette maison. » C'est à ce moment-là qu'une voix féminine retentit depuis l'entrée du salon. « Je ne crois pas, non !» Tous les regards se tournèrent vers Véronique qui venait d'apparaître. Mais ce n'était plus la jardinière discrète aux vêtements de travail. Elle portait un tailleur élégant et avait dans sa posture quelque chose d'autoritaire qui surprit tout le monde. « Véronique !» siffla Alexandre. «
Espèce de traîtresse. Elle lui sourit avec un mépris glacial. Bonjour Alexandre, cela faisait longtemps. Qu'est-ce que tu fous ici? Mon travail. Elle sortit de sa veste une carte professionnelle qu'elle tendit aux avocats d'Alexandre. Véronique Moreau, détective privée, agréée par l'État, mandatée par Maître Beaumont pour enquêter sur les circonstances de la mort de son épouse. Les avocats échangèrent des regards inquiets. Le plus jeune balbutia. Détective privé, mais vous êtes jardinière? Couverture parfaite pour observer et collecter des preuves. Cela fait 4 ans que je travaille ici. 4 ans que je rassemble des éléments contre monsieur Alexandre Beaumont. Alexandre recula comme si elle l'avait giflé. Tu n'as aucune preuve. Nos conversations étaient à privé. Erreur. Véronique sortit un petit enregistreur de sa poche. France, législation sur l'enregistrement des conversations, article 226.1 du Code pénal. L'enregistrement est légal si l'une des parties y consent. Or, j'y consentais. Elle appuya sur le bouton de lecture, la voix pâteuse d'Alexandre, visiblement ivre, emplit le salon. Ces salauds ont foiré le boulot. Ils étaient censés la tuer sur le coup, pas la laisser en vie. Maintenant, elle est dans le coma, et si jamais elle se réveille, et alors, la voix de Véronique, plus jeune, câline, alors elle pourra témoigner. Elle pourra dire que ce n'était pas un vol, que c'était un piège. Mais tu m'as dit qu'elle avait perdu la mémoire. Pour l'instant, mais les médecins disent que ça peut revenir. Merde. Véronique, tu ne comprends pas. Si elle retrouve ses souvenirs, je suis finie. Le silence qui suivit fut pesant. Même les avocats d'Alexandre semblèrent pétrifiés. Véronique arrêta l'enregistrement. Cette conversation a eu lieu le 3 mars 2016. Au Café de la Paix, boulevard des Batignolles, j'ai bien d'autres enregistrements si nécessaire. Alexandre était devenu livide. Tu m'as piégée dès le début. Tu n'as jamais été ma maîtresse. Oh si, je l'ai été. Pendant 6 mois, avant l'attentat. Assez longtemps pour que tu me fasses confiance, pour que tu me racontes tes petits secrets. Tu étais si fier de tes plans, Alexandre, si sûr de ton intelligence. Claire, qui avait écouté en silence, s'avança vers Alexandre. Malgré sa peur, sa voix était ferme. Pourquoi as-tu voulu tuer un bébé innocent? Qu'est-ce qu'Emma t'avait fait? Alexandre la regarda avec une haine pure. Emma, tu as appelé cette larve Emma. C'était sa sœur, ma fille, notre fille. Ta fille était un obstacle, explosa Alexandre. Vous étiez tous des obstacles. Henri avec sa fortune, toi avec tes airs de Sainte-Nitouche, et ces mômes qui allaient hériter de ce qui me revenait de droit. Il se tourna vers Henri, la bave aux lèvres. Tu crois que c'est juste? Henri, tu crois que c'est normal que tu aies tout, et moi rien? L'amour, l'argent, le respect. Moi, j'ai toujours été l'ombre du grand Henri Beaumont. Tu es mon frère, dit Henri avec tristesse. Tu aurais toujours eu ta place ici. Ta place, ricana Alexandre. Tu parles de miettes, pendant que monsieur vivait son conte de fées avec sa princesse. Le docteur Mercier, voyant que la situation lui échappait complètement, tenta de sauver sa peau. Messieurs, je pense qu'il y a malentendu. Peut-être devrions-nous reporter cette procédure? Alexandre se tourna vers lui comme un fauve. Mercier, tu fais ton boulot. Tu signes ces papiers et tu internes Henri, immédiatement. Mais monsieur Alexandre, avec ces nouvelles révélations, laquelle révélation? Des enregistrements truqués, des histoires inventées. Henri est fou. Un point c'est tout. Véronique sortit son téléphone. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que j'appelle la police. Tu n'oseras pas? Détrompez-vous. Elle composa le numéro. Allô, commissariat central de Lyon, ici Véronique Moreau, détective privée. J'ai des preuves d'une tentative de meurtre commise en 2015. Alexandre bondit vers elle pour lui arracher le téléphone. Mais Henri l'intercepta. Les deux frères se bousculèrent, renversant une table basse. Alexandre, arrête. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Mon cas, mon cas. Alexandre repoussa Henri violemment. Il n'y a pas de cas. Cette femme est morte. Morte et enterrée. Et cette gamine n'est qu'une bâtarde que tu as ramassée. Élise, terrifiée par la violence de la scène, se mit à pleurer. Claire la prit dans ses bras, essayant de la protéger de ce chaos. Les avocats d'Alexandre commencèrent à rassembler leurs affaires, visiblement pressés de quitter les lieux avant que la situation ne dégénère davantage. Maître Beaumont,
dit l'aîné d'une voix sèche. Compte tenu des circonstances nouvelles, notre cabinet se retire de cette affaire. Vous ne pouvez pas. J'ai payé. Votre chèque vous sera retourné. Au revoir. Les deux hommes de loi sortirent précipitamment, suivis de près par le docteur Mercier qui marmonnait des excuses confuses. Alexandre se retrouva seul avec son garde du corps, face à une famille réunie et à une détective qui continuait calmement sa conversation téléphonique avec la police. Oui, Château Beaumont, route de Fourvière. Nous avons plusieurs témoins et des preuves matérielles. Pouvez-vous envoyer une patrouille ? Alexandre comprit que l'étau se refermait sur lui. 9 ans de liberté, 9 ans à croire qu'il avait gagné, et voilà que tout s'écroulait en quelques minutes. Il regarda Claire avec une expression indéchiffrable, mélange de haine et d'une étrange admiration. « Tu as gagné », dit-il doucement, « mais ne crois pas que c'est fini, jamais. » Puis, se tournant vers son garde du corps, « Marcel, nous partons. »« Monsieur Alexandre, » intervint Philippe. « Je ne crois pas que... » Alexandre l'interrompit d'un geste. « Oh si, nous partons, mais pas les mains vides. » Et avant que quiconque puisse réagir, il sortit de sa veste un revolver qu'il pointa droit sur Claire. « Si je ne peux pas avoir la fortune des Beaumont, dit-il avec un sourire terrifiant, alors personne ne l'aura. » Le temps sembla se figer dans le salon du château Beaumont. L'arme d'Alexandre brillait sous la lumière du lustre, pointée directement sur le cœur de Claire. Le silence était si pesant qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne et les battements de cœur affolés de chacun. Élise se recroquevilla contre sa mère, tremblante. Claire, malgré sa terreur, maintint son regard fixé sur Alexandre, refusant de lui montrer sa peur. « Alexandre, » dit Henri d'une voix très calme, « pose cette arme, tu vas aggraver ton cas. »« Mon cas ?» Alexandre ricana, mais sa main tremblait légèrement. « Mon cas est déjà désespéré, grâce à cette garce. » Il désigna Véronique du menton. « Alors autant finir le travail que j'ai commencé il y a 9 ans. » Véronique avait discrètement raccroché son téléphone et observait la scène. Calculant ses options, Philippe s'était rapproché imperceptiblement, prêt à intervenir si l'occasion se présentait. « Tu sais ce qui me rend fou ?» continua Alexandre, s'adressant à Claire. « C'est que tu ne te souviens même pas de moi. Pendant toutes ces années à Auvergne, tu as vécu tranquillement, sans savoir que j'existais, sans savoir que j'ai détruit ma vie pour essayer de te tuer. Je me souviens maintenant, » dit Claire doucement. « Je me souviens de tout, y compris de la façon dont tu regardais Henri au mariage. Cette jalousie, cette haine. » Alexandre tressaillit. « Tu n'y comprends rien. Tu n'as jamais rien compris. Alors explique-moi. » Claire fit un pas vers lui, ignorant l'arme. « Explique-moi pourquoi tu as voulu tuer ton propre neveu. Explique-moi pourquoi tu as détruit une famille. »« Parce que j'ai passé ma vie dans son ombre, » explosa Alexandre. « Dès notre enfance, Henri était le préféré, le plus intelligent, le plus beau, le plus doué. Moi, j'étais juste, le second. » Des larmes de rage coulaient sur ses joues. Et puis tu es arrivée, toi, la parfaite petite épouse. Et Henri rayonnait encore plus. Il avait tout, l'amour, la fortune, et maintenant une descendance. Alors tu as décidé de nous éliminer. J'ai décidé de prendre ce qui me revenait. Alexandre resserra sa prise sur l'arme. Si Henri n'avait pas d'héritier, l'Empire Beaumont me reviendrait automatiquement. Henri secoua la tête avec tristesse. Alexandre, j'aurais tout partagé avec toi. Il suffisait de me le demander. Partager. Alexandre éclata d'un rire amer. Tu parles de partager, comme tu partageais l'affection de nos parents, comme tu partageais les regards admiratifs de tout le monde. Véronique profita de cet échange pour se rapprocher discrètement de la fenêtre, d'où elle pourrait signaler l'arrivée de la police. Mais le plus beau, reprit Alexandre en fixant Claire, c'est que mon plan a presque fonctionné. Tu as perdu la mémoire. L'un des bébés est mort, et Henri a sombré dans la dépression. Pendant des années, j'ai cru que j'avais gagné. Sauf que tu n'avais pas prévu que l'amour d'Henri était plus fort que tout, dit Claire. Qu'il continuerait à nous protéger, même si je ne me souvenais plus de lui. Alexandre visa soigneusement. Eh bien, cette fois, je ne raterai pas mon coup. C'est à ce moment-là qu'Élise, qui était restée silencieuse jusqu'alors, leva soudain sa tablette. Oncle Alexandre. Il tourna la tête vers elle, surpris par sa voix calme. « Qu'est-ce que tu veux, gamine ? J'ai tout filmé depuis le début, tout ce que tu viens de dire. » Elle appuya sur l'écran. «
Et c'est parti en direct sur mon compte TikTok. Mes copines de classe sont en train de regarder. » Alexandre devint livide. « Quoi ? Maman m'a appris à utiliser les réseaux sociaux pour ma sécurité. Dès que tu as sorti ton pistolet, j'ai lancé le live. Regarde. » Elle tourna l'écran vers lui. Effectivement, la vidéo était en cours de diffusion et des commentaires affluaient. Appelez la police. C'est quoi ce délire ? Quelqu'un connaît cette adresse. Petite salope. Alexandre fit un mouvement vers l'enfant, mais Henri s'interposa. N'y pense même pas. La distraction fut suffisante. Véronique bondit de sa position et plaqua Alexandre au sol d'un mouvement expert. L'arme vola à travers la pièce et alla heurter le mur. Police. Personne ne bouge. Une escouade d'agents venait de faire irruption dans le salon, armes au poing. Véronique maintenait Alexandre au sol, un genou dans le dos. « Véronique Moreau. Détective privé !» cria-t-elle. L'homme au sol est en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Le commissaire qui dirigeait l'intervention s'approcha. « Madame Moreau, nous avons eu votre appel. Quelle est la situation ? Tentative d'assassinat ? Menace de mort ? Port d'armes illégales ? Et nous avons tout en vidéo. » Elle désigna Élise qui tenait toujours sa tablette. La petite a eu la brillante idée de tout filmer en direct. Le commissaire se tourna vers Alexandre, maintenant menotté. « Alexandre Beaumont, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. »« Vous ne comprenez pas » hurla Alexandre. « Cette femme est morte. Elle est morte depuis 9 ans. C'est de la folie. »« Monsieur, » dit calmement le commissaire, « nous avons écouté les enregistrements que Madame Moreau nous a transmis. Nous savons exactement qui vous êtes et ce que vous avez fait. » Philippe s'approcha des policiers. « Commissaire, si vous le permettez, nous avons d'autres preuves, des documents, des témoignages. » « Parfait. Nous allons tout examiner au commissariat. » Il se tourna vers Henri. « Monsieur Beaumont, nous aurons besoin de vos dépositions à tous. Mais pour l'instant, vous êtes en sécurité. » Pendant qu'Alexandre était emmené, Claire s'effondra dans un fauteuil, vidée de ses forces. Henri s'agenouilla devant elle, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « C'est fini, » murmura-t-il. « C'est vraiment fini cette fois. Je n'arrive pas à y croire, » dit Claire. 9 ans. 9 ans de mensonges, de peur. Élise grimpa sur les genoux de sa mère. « Maman, pourquoi oncle Alexandre était si méchant ?» Claire caressa les cheveux de sa fille. « Parce qu'il était très malheureux, ma chérie. Et quand on est malheureux comme ça, parfois on fait du mal aux autres. Mais maintenant, on va être heureux. » Henri sourit, ses yeux brillants de larmes de soulagement. « Oui, ma petite étoile. Maintenant, nous allons être heureux. Pour toujours. » Véronique s'approcha d'eux, époussetant sa veste. Désolée pour toute cette mise en scène, mais c'était le seul moyen de le faire craquer complètement. « Vous travaillez vraiment pour Henri depuis le début ?» demanda Claire. « Depuis 4 ans, quand Henri a compris qu'Alexandre commençait à avoir des doutes sur votre mort. Il m'a engagée pour infiltrer son entourage. L'idée était de rassembler suffisamment de preuves pour le faire arrêter avant qu'il ne découvre que vous étiez vivante. » Philippe apporta un plateau avec du thé chaud. « Nous avons eu chaud, » dit-il simplement. « Philippe, » dit Claire. « Depuis quand, savez-vous » Le majordome sourit. « Depuis le premier jour, madame. Monsieur Henri m'a tout expliqué dès le début. Mais je dois avouer que vous voir récupérer la mémoire, c'était émouvant. » Monique apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux rouges. « Madame Claire, pardonnez-moi, tout ce temps, j'ai été hostile. Mais j'avais si peur que vous fassiez souffrir monsieur. » Claire se leva et prit la cuisinière dans ses bras. « Monique, vous avez protégé Henri pendant toutes ces années. Je ne peux que vous en être reconnaissante. » Le commissaire revint vers eux. « Nous allons avoir besoin de vos témoignages détaillés. Mais cela peut attendre demain. Pour l'instant, reposez-vous. Alexandre Beaumont ne sortira pas de prison de sitôt. » Une fois les policiers partis, la famille se retrouva enfin seule dans le salon, où quelques heures plus tôt, leur vie avait failli basculer dans le drame. Henri prit Claire et Élise dans ses bras. « Mes amours, mes trésors, papa, » dit Élise. « Je peux vraiment t'appeler papa maintenant. Tu peux, ma chérie. Tu es ma fille, et je t'aime depuis le jour de ta naissance. » Claire leva les yeux vers Henri. « Et maintenant, dit-il en la serrant plus fort, nous vivons, simplement, librement, ensemble. Nous rattrapons 9 années perdues. » Dehors, le soleil perçait les nuages pour la première fois depuis des jours. Le château Beaumont, débarrassé de ses fantômes et de ses secrets,
retrouvait enfin sa sérénité. La famille était réunie, la vérité avait triomphé, et Alexandre Beaumont, celui qui avait cru pouvoir jouer avec le destin, découvrirait bientôt que la justice a parfois la mémoire plus longue que les criminels ne l'imaginent. Le calme qui suivit l'arrestation d'Alexandre fut de courte durée. 3 heures plus tard, alors que la famille Beaumont commençait enfin à respirer, Philippe fit irruption dans le salon, le visage livide. « Monsieur Henri, il faut partir. » Immédiatement, Henri leva les yeux du livre qu'il lisait à Élise, alarmé par le ton de son majordome. « Que se passe-t-il » ? Alexandre, il s'est échappé. Il a agressé 2 policiers pendant son transfert au tribunal. Il est en fuite. Claire sentit son sang se glacer. Comment est-ce possible ? Le commissaire vient d'appeler apparemment Marcel, son garde du corps, a organisé une embuscade sur la route. Alexandre est libre et Philippe hésita. Et il a récupéré des armes. Henri se leva d'un bond, prenant Élise dans ses bras. Véronique, où est-elle ? Partie au commissariat pour organiser les recherches. Mais monsieur, il connaît le château par cœur. Il peut revenir par n'importe quel passage secret. Henri ferma les yeux. Réfléchissant rapidement, le château Beaumont avait été construit au XVe siècle et remodelé plusieurs fois. Il contenait effectivement des passages dissimulés que seuls les membres de la famille connaissaient. Philippe, prenez la voiture et emmenez Claire et Élise en ville, à l'hôtel Intercontinental. Vous y serez en sécurité. Non, Claire s'agrippa à son bras. Je ne te laisse pas seule. Nous restons ensemble. Claire, sois raisonnable. Henri Beaumont, sa voix était ferme, déterminée. J'ai retrouvé ma famille après 9 ans. Je ne la quitterai plus, jamais. Élise hocha vigoureusement la tête. Moi non plus, on reste avec papa. Henri regarda sa femme et sa fille, le cœur déchiré entre l'amour et la peur. Très bien, mais nous nous barricadons dans la salle forte. Et au moindre danger, un bruit sourd résonna soudain dans les étages supérieurs, comme si quelqu'un venait de fermer une porte très lourde. Philippe pâlit. Il est déjà là ? Henri prit la main de Claire et souleva Élise. Vite, la salle forte. Ils traversèrent le hall au pas de course. Mais juste avant d'atteindre l'escalier menant au sous-sol sécurisé, la voix d'Alexandre résonna dans tout le château, amplifiée par l'interphone intérieur. « Henri, ma chère famille, je sais que vous m'entendez. » Sa voix était différente, plus grave, plus dangereuse, celle d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. « J'ai une proposition à vous faire. Venez au grand salon. Tous. Sinon, je mets le feu au château. Et croyez-moi, j'ai tout ce qu'il faut. » Henri serra les dents. Alexandre était capable de mettre ses menaces à exécution. Il connaissait trop bien son frère. « Henri, » murmura Claire, « je sais. » Il se tourna vers Philippe. « Appelez les pompiers et la police, discrètement. » Ils se dirigèrent vers le grand salon. Le cœur battant, Henri poussa la porte et découvrit Alexandre au centre de la pièce. Il avait disposé plusieurs bidons d'essence autour des meubles anciens et tenait un briquet dans une main, un pistolet dans l'autre. « Ah, voilà ma chère famille. » Il sourit, mais son regard était celui d'un fou. « Entrez, entrez, ne soyez pas timide. » Henri s'avança, protégeant Claire et Élise. « Alexandre, arrête ça, tu as déjà fait assez de mal. » « Du mal ?» Alexandre éclata de rire. « Mais je n'ai pas encore commencé. 9 ans. 9 ans à croire que j'avais gagné. Et vous étiez là, quelque part, à jouer la comédie du bonheur tranquille. » Il agita son briquet dangereusement près d'un bidon. « Mais cette fois, c'est vraiment fini. Si je ne peux pas avoir cette fortune, si je ne peux pas être heureux, alors personne ne le sera. »« Alexandre, » dit Claire en s'avançant malgré la peur, « regarde-toi. Tu es devenu fou de haine. Cela en valait-il vraiment la peine ? Tais-toi. » Il pointa l'arme vers elle. « Tu n'as pas le droit de me faire la morale. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans l'ombre. »« Détrompe-toi, » répondit Claire calmement. « J'ai vécu 9 ans sans savoir qui j'étais. 9 ans dans l'ombre de moi-même. Mais ça m'a appris une chose. Le bonheur ne se vole pas. Il se construit. » Alexandre hésita, troublé par cette réponse qu'il n'attendait pas. Henri en profita pour faire un pas de plus. « Alexandre, il n'est pas trop tard. Pose ses armes. Nous pouvons encore... » « Non !» Alexandre fit claquer le briquet, et une flamme jaillit. « Il est trop tard. Beaucoup trop tard. » C'est à ce moment précis qu'Élise, qui était restée silencieuse, s'échappa soudain des bras de son père et courut vers Alexandre. « Oncle Alexandre, arrête !» « Élise,
Non, crièrent ensemble Henri et Claire. Mais la fillette était déjà devant Alexandre, levant vers lui ses grands yeux bleus pleins de larmes. « Pourquoi tu veux faire du mal? Pourquoi tu veux brûler la belle maison ?» Alexandre baissa les yeux vers elle, déstabilisé. « Tu ne peux pas comprendre. Petite, tu es trop jeune. »« Non, je comprends. » Élise posa sa petite main sur le bras d'Alexandre. « Tu es triste. Très, très triste. Comme moi quand je croyais pas avoir de papa. » Les mots de l'enfant touchèrent quelque chose de profond chez Alexandre. Sa main tenant le briquet se mit à trembler. « Mais maintenant, » continua Élise, « j'ai papa et maman. Et toi, tu peux avoir une famille aussi. Tu peux être mon oncle gentil. » « Ton oncle gentil ?» Alexandre la regarda, incrédule. « Petite fille, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais que tu as fait des bêtises, mais maman dit que quand on regrette vraiment, on peut recommencer. » Alexandre regarda cette enfant innocente. Puis Henri et Claire qui observèrent la scène, pétrifiés, pour la première fois depuis des années. Ses traits se détendirent. « Recommencer » murmura-t-il. « Il y a si longtemps que... » Le briquet s'éteignit dans sa main, mais soudain, Marcel, le garde du corps, apparut derrière la famille, armé lui aussi. « Monsieur Alexandre, qu'est-ce que vous faites ?»« Finissez-en !» Alexandre sursauta, revenant brutalement à la réalité. « Marcel, vous avez payé pour ça. Tuez-les, tous, et on file à l'étranger. » La magie du moment était brisée. Alexandre regarda tour à tour Marcel, puis la famille. Déchiré entre ces vieux démons et cette petite lueur d'humanité qu'Élise venait de rallumer, « Monsieur Alexandre !» insista Marcel. « Maintenant ?» Alexandre leva lentement son arme et la pointa sur Marcel. « Non. »« Quoi ?» ?»« J'ai dit non. » Alexandre avança vers son complice. « J'en ai assez. Assez de tuer. Assez de haïr. Assez de détruire. » Marcel, stupéfait, ne réagit pas assez vite. Alexandre lui arracha son arme et le frappa à la tempe avec la crosse. L'homme s'effondra, inconscient. Puis Alexandre se tourna vers sa famille. Les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi » dit-il simplement. « Pardonnez-moi pour tout. » Il posa ses armes au sol et s'assit lourdement dans un fauteuil, la tête dans les mains. Henri s'approcha prudemment. « Alexandre, j'ai tout gâché, Henri. Tout, à cause de ma jalousie stupide. J'ai détruit des vies. J'ai tué un bébé innocent. J'ai fait souffrir des gens qui ne m'avaient rien fait. » Claire prit Élise dans ses bras et s'approcha à son tour. « Alexandre, il n'est jamais trop tard pour changer. »« Si, pour moi, si. » Il leva vers eux des yeux rougis. « Je vais me livrer à la police. Je vais avouer tous mes crimes. C'est le moins que je puisse faire. » Des sirènes retentirent au loin. Philippe avait réussi à donner l'alerte. « Alexandre, » dit Henri en posant une main sur l'épaule de son frère, « nous témoignerons de ta coopération, de ton changement. » Alexandre sourit tristement. « Merci, Henri, mais ça ne me rachètera pas. » Il regarda Élise. « Prends soin de cette petite merveille. Elle a plus de sagesse dans son petit doigt que moi dans toute ma vie. » La police fit irruption dans le salon. Mais cette fois, il n'y eut pas de résistance. Alexandre se livra sans combat, avouant immédiatement tous ses crimes. Avant d'être emmené, il se tourna une dernière fois vers sa famille. « Henri, Claire, soyez heureux, vous le méritez. » Et pour la première fois depuis des années, Alexandre Beaumont souriait sincèrement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation définitive d'Alexandre. Le château Beaumont avait retrouvé sa quiétude. Mais pour Claire, chaque jour apportait son lot de redécouvertes. Les souvenirs revenaient par vagues, parfois doux comme une brise d'été, parfois violents comme un raz-de-marée. Ce matin-là, elle se réveilla dans sa vraie chambre, celle qu'elle avait partagée avec Henri avant l'accident. Henri dormait encore à côté d'elle, et cette simple vision, son visage paisible dans la lumière dorée de l'aube, lui rappela tant de matins semblables d'autrefois. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et se dirigea vers la fenêtre. Les jardins s'étendèrent devant elle, magnifiques dans la rosée matinale. Soudain, comme un flash, elle revit une scène, elle et Henri, main dans la main, se promenant dans ces mêmes allées. Elle était enceinte, radieuse, et ils discutèrent des prénoms pour leur fille. « Tu te souviens ?» La voix d'Henri la fit sursauter.
Il s'était levé et l'avait rejointe, l'entourant de ses bras par derrière. « Oui, » murmura-t-elle. « Nous parlions des prénoms. Tu voulais Marguerite, comme ta grand-mère. Et toi, tu insistais pour Élise et Emma. » Il déposa un baiser sur sa nuque. « Tu disais que c'était des noms qui sonnent comme des rires d'enfants. » Claire se retourna dans ses bras, les yeux brillants de larmes. « Henri, j'ai perdu Emma, notre petite Emma que je n'ai jamais pu serrer dans mes bras, que je n'ai jamais pu connaître. Tu l'as connue, » dit Henri tendrement. « Pendant 5 mois, elle a vécu en toi. Elle a entendu ta voix, senti tes caresses sur ton ventre. Elle a connu l'amour. Claire, le nôtre. » Ils restèrent enlacés, pleurnichant ensemble cet enfant perdu, cette part de leur bonheur qui ne reviendrait jamais. Un petit coup à la porte les interrompit. Élise passa sa tête bouclée dans l'entrebâillement. « Papa, maman, je peux entrer. »« Bien sûr, ma chérie, » dit Claire en s'essuyant les yeux. Élise courut vers eux et se blottit entre ses parents. « Pourquoi vous pleurez ?» Henri caressa les cheveux de sa fille. « Nous pensions à ta sœur, Emma, celle qui est au ciel. » Élise réfléchit un moment, avec cette gravité touchante des enfants. « Moi aussi, j'y pense parfois. C'est bizarre de savoir qu'on a une sœur qu'on n'a jamais vue. » Claire s'agenouilla devant sa fille. « Tu sais, ma chérie, ta sœur veille sur nous, et je suis sûre qu'elle est fière d'avoir une grande sœur comme toi. » Grande sœur. » Élise sourit. « J'aime bien ça. Je peux lui parler. À Emma. Bien sûr, tu peux lui parler quand tu veux. » Plus tard dans la matinée, le docteur Martineau, le neurologue qui suivait Claire, vint au château pour son examen hebdomadaire. C'était un homme âgé aux cheveux blancs, spécialisé dans les traumatismes crâniens. « Comment vous sentez-vous, Claire ?» demanda-t-il en s'installant dans la bibliothèque. « Mieux, beaucoup mieux. Les souvenirs reviennent de plus en plus, mais... » Claire hésita. « Il y a encore des zones floues, surtout autour de l'accident. Je me souviens de la route, des phares, puis plus rien jusqu'à mon réveil à l'hôpital. »« C'est normal, » la rassura le médecin. « Le cerveau peut choisir d'effacer les souvenirs trop traumatisants. C'est un mécanisme de protection. » Henri, qui assistait à la consultation, posa la question qui les taraudait. « Docteur, récupérera-t-elle tout, complètement ? Difficile à dire, mais ce qui compte, c'est qu'elle va bien maintenant. Son identité est restaurée, sa famille retrouvée, les détails manquants. Peut-être vaut-il mieux qu'il reste dans l'oubli. » L'après-midi, Philippe organisa quelque chose qui tenait à cœur à Henri. Il fit venir Monique dans le salon. La cuisinière était visiblement émue, tenant dans ses mains un tablier soigneusement plié. « Madame Claire, » dit-elle d'une voix tremblante, « j'ai quelque chose à vous rendre. » Elle déplia le tablier, révélant une broche en forme de papillon, sertie de petits diamants. « Votre broche, celle que vous portiez le jour de l'accident, l'hôpital l'avait donnée à monsieur Henri et il me l'avait confiée, en disant qu'un jour, vous reviendriez la chercher. » Claire prit la broche, et instantanément, un flot de souvenirs l'envahit. Sa grand-mère lui épinglant ce bijou le jour de son mariage, en disant « Pour que tu voles toujours vers le bonheur, ma chérie. Grand-maman Marguerite, » murmura-t-elle, « elle me l'avait donné pour mon mariage, et vous ne l'aviez plus quitté depuis. » Ajouta Henri, « Même enceinte, même pour dormir, vous disiez que c'était votre porte-bonheur. » Monique s'approcha timidement. « Madame, pourrez-vous me pardonner? J'ai été si dure avec vous ces derniers mois. » Claire la prit dans ses bras. « Monique, vous avez protégé Henri pendant toutes ces années. Vous avez pris soin de lui quand j'étais absente. Comment pourrais-je vous en vouloir ?» La cuisinière éclata en sanglots. « Vous étiez si gentille avant l'accident. Vous veniez toujours m'aider en cuisine. Vous me demandiez mes recettes pour vos dîners. Et j'aimerais recommencer, » dit Claire en souriant, « si vous acceptez de me réapprendre vos secrets culinaires. » Le soir venu, Véronique passa au château pour faire le point sur l'enquête. Elle s'était remise en tenue civile et paraissait épuisée par ces semaines intenses. « Alexandre a avoué tous ses crimes, » annonça-t-elle. « Tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, complicité d'homicide sur Emma. Il sera jugé dans 3 mois. »« Et Marcel ?» demanda Henri. « 15 ans de prison ferme. Il a balancé tous ses complices, y compris les tueurs de 2015. Le réseau est démantelé. » Claire soupira. « Je sais que c'est terrible à dire, mais je ne peux pas haïr Alexandre. Quand j'ai vu ses yeux, l'autre jour,
Il y avait tant de souffrance. Il a payé pour ses crimes par avance, dit Véronique. Cette haine qu'il portait, elle l'a détruit bien avant qu'il ne détruise les autres. Henri prit la main de Claire. Et maintenant, que fait-on? Maintenant, dit Véronique en souriant pour la première fois depuis longtemps, vous vivez, tout simplement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Claire fit un rêve paisible. Elle était dans un jardin ensoleillé, tenant Élise par la main. À côté d'elle, une petite fille aux boucles brunes leur souriait, avant de disparaître dans un vol de papillons bleus. « Au revoir, Emma », murmura-t-elle dans son sommeil. « Veille sur nous. » Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation étrange. Elle se dirigea vers son secrétaire et, comme mue par une impulsion, ouvrit le tiroir du bas. Sa main se posa immédiatement sur un carnet de cuir rouge qu'elle ne se souvenait pas y avoir mis. Elle l'ouvrit et reconnut immédiatement son écriture d'avant. Journal de grossesse, Claire Beaumont. Aujourd'hui, le médecin nous a confirmé que nous attendons des jumelles. Henri a pleuré de joie, moi aussi. 2 petites filles, Emma et Élise. Mon cœur va exploser de bonheur. Claire tourna les pages, découvrant des mois de notes heureuses, de projets d'avenir, d'amour fou pour ses bébés à naître. La dernière entrée datait de 2 jours avant l'accident. J'ai senti les filles bouger toute la nuit. Elles dansent. Henri dit qu'elles seront musiciennes comme leur maman. J'ai hâte de les tenir dans mes bras, de leur apprendre le piano, de les voir grandir. La vie est si belle. Les larmes coulaient sur les joues de Claire. Mais c'étaient des larmes de gratitude. Gratitude pour ces moments de bonheur retrouvés, pour cette famille reconstituée, pour cette chance inouïe de recommencer. Henri la trouva ainsi, le carnet serré contre son cœur. « Tu as retrouvé ton journal », dit-il doucement. « Notre journal », corrigea-t-elle. « L'histoire de notre amour, de nos rêves, de nos filles. » Elle leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des mois, Henri y vit la Claire d'autrefois, complètement, entièrement. Sa femme était vraiment revenue. « Je t'aime », dit-elle simplement. « Je t'aime comme au premier jour, comme si rien ne s'était passé, comme si nous avions toute la vie devant nous. Nous avons toute la vie devant nous, » répondit Henri en la prenant dans ses bras. Toute la vie. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé les jardins du château Beaumont en un véritable écrin de verdure. Les rosiers blancs, ceux que Claire aimait tant, explosèrent de fleurs parfumées, et les allées de gravier crissaient sous les pas des invités qui arrivaient pour une cérémonie très particulière. Claire se tenait devant le grand miroir de sa chambre, vêtue d'une robe de soie ivoire, simple mais élégante. Ce n'était pas la robe de mariée d'autrefois. Celle-ci reposait dans un coffre, trop lourde de souvenirs, mais une création nouvelle, symbole de ce nouveau chapitre de leur vie. « Maman, tu es belle comme une princesse », s'exclama Élise, en entrant dans la chambre. La fillette portait une adorable robe bleue parsemée de papillons brodés, et ses cheveux blonds étaient ornés d'une couronne de fleurs blanches. Elle avait grandi ces derniers mois, s'épanouissant dans l'amour retrouvé de ses parents. « Merci ma chérie, tu es ravissante aussi. » Claire ajusta délicatement la couronne de sa fille. « Tu es prête pour être ma demoiselle d'honneur. »« Oh oui, et Philippe m'a dit que j'aurais le droit de porter les alliances. » Monique apparut dans l'encadrement de la porte, les yeux brillants d'émotion. « Madame Claire, tout est prêt en bas, les invités sont installés, et... » Elle se tamponna les yeux avec son mouchoir. « Et Monsieur Henri vous attend avec l'impatience d'un jeune homme. » Claire sourit. « Monique, vous pleurnichez déjà. C'est que, voir enfin cette maison retrouver son âme, après toutes ces années sombres, » la cuisinière renifla. « Excusez-moi, madame, c'est l'émotion. » Véronique entra à son tour, élégante dans un tailleur vert émeraude. Elle avait finalement accepté de rester au château comme responsable de la sécurité, mais surtout, elle était devenue une amie précieuse. « Claire, il est temps, ton mari commence à faire les 100 pas dans le jardin. Je crois qu'il a plus le trac que le jour de votre premier mariage. » Claire prit une profonde inspiration. Cette cérémonie de renouvellement de vœux était importante pour eux tous, pas seulement pour célébrer leurs retrouvailles, mais pour tourner définitivement la page du passé et s'engager ensemble vers l'avenir. Elle descendit le grand escalier au bras de Philippe, qui avait l'honneur de la conduire à l'hôtel improvisé dans le jardin. Élise les précédait, jetant des pétales de rose sur le chemin, quand elle aperçut Henri qui l'attendait sous la tonnelle fleurie. Le cœur de Claire manqua un battement. Il était magnifique dans son costume sombre.
et l'amour qui brillait dans ses yeux effaçait toutes les années de séparation. Les invités étaient peu nombreux, quelques amis proches, le docteur Martineau, et même, de façon surprenante, Alexandre. Henri avait insisté pour que son frère puisse assister à la cérémonie. Alexandre était en liberté conditionnelle pour bonne conduite, et ses 6 mois de prison l'avaient profondément changé. Il était amaigri, plus calme, et quand il regardait sa famille, c'était avec un mélange de regret et de tendresse authentique. Le maire de Lyon, un vieil ami d'Henri, officiait la cérémonie. Mais avant qu'il ne commence, Henri prit la parole. « Mes amis, dit-il d'une voix émue, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer quelque chose de rare. L'amour qui survit à tout, l'amour qui résiste au temps, à l'oubli, à la distance, et même à la mort apparente. » Il se tourna vers Claire, prenant ses mains dans les siennes. « Claire, il y a 12 ans, tu as accepté de devenir ma femme. Nous pensions alors que rien ne pourrait jamais nous séparer. Nous avions tort. La vie nous a séparés, mais elle nous a aussi appris une leçon précieuse. Le véritable amour n'est pas celui qui ne connaît jamais d'épreuves. C'est celui qui les surmonte. » Claire sentit les larmes monter à ses yeux. « Henri, ces 9 années sans toi m'ont semblé être un long hiver, mais aujourd'hui, je sais que même dans l'amnésie la plus profonde, mon cœur t'a toujours reconnu. L'amour véritable ne se trouve pas dans la mémoire, il se trouve dans l'âme. » Le maire les invita à échanger leurs nouveaux vœux. Henri commença, sa voix tremblante d'émotion. « Claire, je promets de t'aimer dans la joie comme dans la peine, dans la santé comme dans la maladie, que tu te souviennes de moi ou que tu m'oublies à nouveau. Je promets de protéger notre famille, de chérir chaque instant passé ensemble, et de ne jamais tenir notre bonheur pour acquis. » Claire répondit, la voix brisée par l'émotion. « Henri, je promets de t'aimer avec mes souvenirs retrouvés et mes espoirs nouveaux. Je promets d'être la mère qu'Élise mérite, de porter Emma dans mon cœur, et de construire avec toi un avenir plus fort que notre passé. Nous avons survécu à la séparation, nous survivrons à tout. » Élise s'avança avec le coussin portant les nouvelles alliances. Henri passa l'anneau au doigt de Claire, et elle fit de même. Ces nouveaux bijoux symbolisaient leur union renouvelée, plus solide encore que la première. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le maire avec un large sourire. Henri prit Claire dans ses bras et l'embrassa passionnément, sous les applaudissements des invités. Élise sauta de joie, et même Alexandre souriait, les larmes aux yeux. La réception qui suivit fut simple mais joyeuse. Monique avait préparé un festin digne des plus grands restaurants, et Philippe servait le champagne avec la fierté d'un père, voyant sa famille réunie. Quand vint le moment de la première danse, Henri et Claire évoluèrent sur l'air de « La vie en rose », comme lors de leur premier mariage. Mais cette fois, Élise ne tarda pas à les rejoindre. Transformant la valse romantique en danse familiale pleine de rire, Véronique s'approcha d'Alexandre, qui observait la scène depuis une table à l'écart. « Comment vous sentez-vous » lui demanda-t-elle. Alexandre soupira, comme un homme qui découvre trop tard ce qu'il a failli détruire. « Regardez-les, ils rayonnent de bonheur. Et dire que j'ai essayé de... Le passé est le passé, Alexandre. Vous avez payé pour vos erreurs. Maintenant, vous pouvez être l'oncle qu'Élise mérite. Vous croyez? Élise vous a pardonné. Elle a même demandé à ses parents si vous pourriez venir la voir parfois. Vous avez une seconde chance. Ne la gâchez pas. » Plus tard dans la soirée, alors que les invités se retiraient peu à peu, la famille se retrouva dans le jardin. Élise s'était endormie sur les genoux d'Henri, épuisée par cette journée d'émotion. Elle a grandi, observa Alexandre en regardant sa nièce. « Elle vous ressemble, » dit Claire. « Elle a vos yeux, votre détermination. » Alexandre sourit tristement. « J'espère qu'elle aura meilleur caractère que moi. Elle sera ce que nous en ferons, » dit Henri. « Et vous en faites partie, Alexandre. Vous êtes son oncle. Vous êtes de la famille. » Alexandre hocha la tête, ému. « Merci Henri, pour tout, pour cette seconde chance que je ne mérite pas. Nous méritons tous une seconde chance, » répondit Claire. « C'est ça, l'amour en famille. » Quand Alexandre fut parti et qu'Élise fut couchée, Henri et Claire se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant les étoiles qui scintillaient au-dessus du château. « Tu sais ce qui me rend le plus heureux ?» dit Henri en serrant Claire contre lui. « Dis-moi, c'est de savoir que notre histoire continuera, que nous vieillirons ensemble, que nous verrons Élise grandir,
qu'elle nous donnera peut-être des petits-enfants. Nous avons perdu 9 ans, mais nous avons toute une vie devant nous. » Claire leva les yeux vers les étoiles. « Emma nous regarde, tu crois ? » »« J'en suis sûre. » Et elle sourit. Elle voit que sa sœur est heureuse, que ses parents se sont retrouvés. Elle veille sur nous. Alors tout est parfait. Henri la fit se tourner vers lui. « Claire Beaumont, femme de ma vie, mère de mes enfants, miracle de mon existence. Je t'aime. Je t'aime aussi, Henri Beaumont. Pour l'éternité. » Ils s'embrassèrent et sous les étoiles, tandis qu'une brise douce faisait danser les rideaux blancs de leur chambre, et que le château Beaumont, enfin libéré de ses fantômes, se préparait à accueillir de nouveaux bonheurs. Car l'amour véritable, il l'avait appris, n'est pas celui qui meurt avec la mémoire. C'est celui qui survit à l'oubli, à la distance, et même à la mort fabriquée. C'est l'amour qui attend, protège et se sacrifie sans rien demander en retour. Et cet amour-là, rien ni personne ne pourrait jamais le détruire,